On poursuit ce Lex Inside. J'ai le plaisir de recevoir Vincent Brengartz, associé chez Bourdon et Associés, qui vient de publier aux éditions Michelin Défendre l'impossible. Vincent Brengartz, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous avez défendu l'un des deux principaux accusés dans l'attentat de Nice. Qu'est-ce qui vous a poussé à partager votre expérience du procès en appel de l'attentat de Nice dans cet ouvrage Défendre l'impossible? Je me suis rendu compte que c'était des procès qui étaient souvent très médiatisés, mais qu'en revanche on parlait assez peu du travail qui était accompli par les avocats de défense et de tout ce que ça pouvait impliquer, aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. Et c'est pour ça que j'ai rédigé cet ouvrage, pour permettre finalement à tout lecteur de s'asseoir sur les bancs de la défense et de partager cette expérience judiciaire pendant plusieurs semaines d'audience et avoir connaissance de nos doutes, avoir connaissance des questionnements que nous pouvons avoir. Alors, dans quelle mesure vous pensez que les droits de la défense sont menacés dans les procès liés au terrorisme? Je pense que la menace est une menace grandissante. Elle a connu une accélération considérable après les attentats de Paris en 2015 et on est véritablement face à un ensemble de changements législatifs qui durcissent ce droit qui est un droit qui était déjà un droit d'exception, mais qui finit finalement par véritablement s'isoler par rapport au droit commun. Défense extrêmement difficile parce que vous devez être confronté à des magistrats professionnels qui doivent aussi compter sur la nécessité de devoir préserver l'ordre public. Et parfois, on peut avoir le sentiment que cette préservation de l'ordre public neutralise toute possibilité véritable d'avoir un débat contradictoire, équitable, par rapport à des personnes qui sont jugées pour des faits de terrorisme. Et c'est d'ailleurs ce par quoi je débute l'ouvrage en disant la parole de proche qui peut être comment fais-tu pour défendre un terroriste? Et souvent je le répète, en réalité je ne défends pas un terroriste, moi je défends des personnes qui sont suspectées de terrorisme et je pense que c'est justement la force de l'état de droit que de permettre à toute personne de pouvoir être défendue, mais c'est aussi la force d'une démocratie que de comprendre que parfois ce sont des personnes jugées qui sont très éloignées de l'attentat en lui-même. Alors, on revient sur l'attentat de Nice. Comment avez-vous abordé la défense de votre client face à l'émotion collective suscitée par cet attentat? C'est déjà une défense qui doit véritablement se construire de façon juridique, parce que même si l'association de malfaiteurs terroristes qui lui était reprochée est une infraction qui est considérée de fourre-tout, en attendant, elle répond quand même à des règles qui sont des règles jurisprudentielles, qui sont aussi des règles de pratique, et qui veulent que il y a des éléments matériels qui doivent être caractérisés. Il faut aussi caractériser un élément intentionnel. Encore une fois, même si c'était un droit d'exception, en attendant, on a quand même ce réflexe juridique. Donc ça, c'est la première partie, véritablement une appréciation technique par rapport aux éléments qui figurent dans la procédure. Et puis après, il y a aussi la préparation de celui qu'on défend, qui, c'est vrai, est non seulement confronté à la juridiction, et aussi confronté au regard de la cinquantaine d'avocats qui peuvent être constitués par les parties civiles, et aussi au regard qui est non seulement celui des parties civiles, mais aussi le regard de l'opinion. Comment on prépare son client, justement? On prépare son client en lui posant les questions que peut lui poser la juridiction et en lui faisant véritablement prendre conscience du fait qu'on n'est pas face à des procès communs. On n'est pas face à des procès communs parce que en fait, il a quasiment 3 ou 4 interlocuteurs. Il a à la fois la juridiction, il a le parquet, il a aussi les parties civiles, leurs avocats, mais aussi l'opinion. Et qu'on le veuille ou non, cette part de l'opinion, cette part de la médiatisation des procès peut aussi jouer un rôle important dans la manière dont une juridiction peut percevoir un dossier. Parce que même si les juges se réfugient souvent derrière le fait qu'ils ne lisent pas la presse, en attendant, on peut penser que si la presse est convaincue par exemple de l'innocence, ou si en tout cas elle entretient le doute, eh bien c'est un doute qui peut être plus facilement aussi entretenu auprès de la juridiction. Comment vous avez vécu, vous, personnellement, ces 8 semaines de procès? Moi, je l'ai vécu véritablement comme un investissement qui est considérable, parce qu'il faut rappeler que ce sont des dossiers qui sont extrêmement volumineux, hein, qui font plusieurs milliers de côtes dont il faut prendre connaissance, il faut pouvoir maîtriser son dossier sur le bout des doigts, et puis ce sont des semaines d'audience qui exigent une implication de tous les instants, aussi bien d'un point de vue physique, psychologique que professionnel, et ça peut aussi conduire à devoir mettre entre parenthèses d'autres activités du cabinet. Donc il faut véritablement faire un effort d'organisation. Nous, on a la chance d'exercer dans une structure de taille relativement importante consacrée au domaine du droit pénal international, ce qui fait qu'en fait,
tous les jours, on a d'autres contentieux, on a d'autres dossiers qu'il faut pouvoir traiter, mais en même temps, il faut aussi assurer une présence pour la totalité de cette audience. Donc c'est aussi un défi de taille qui peut se poser aux avocats. Et la question qui peut aussi se poser face à ce défi, c'est finalement quel est le périmètre et quelle est la marge de manœuvre que des avocats de la défense peuvent avoir dans ces dossiers, puisque les décisions qui sont rendues dans les affaires les plus médiatiques eh bien, tendent à convaincre du fait que cette marge de manœuvre est très réduite. Justement, la marge de manœuvre est réduite parce qu'il y a une émotion, comme je le disais tout à l'heure, collective qui est forte, il y a une pression médiatique. Alors comment on fait quand on est avocat de la défense, justement, pour défendre l'impossible, pour reprendre les termes de votre ouvrage? C'est déjà faire un effort de vulgarisation juridique, vulgarisation factuelle. C'est de rappeler que bien souvent, après la commission d'attentats, eh bien, les auteurs principaux meurent du fait de l'intervention de la police, de la gendarmerie ou de forces spéciales, et que bien souvent, en fait, on est soit face à des complices, soit plus généralement, en fait, face à des personnes qu'on poursuit pour association de malfaiteurs, mais qui sont très en retrait de l'acte. Et donc c'est expliquer ça, expliquer qu'en fait, on parle souvent de personnes qui n'ont même pas connaissance de l'attentat, du projet d'attentat en lui-même, mais auquel on vient reprocher le fait d'avoir pu penser qu'ils étaient confrontés à des personnes radicalisées, susceptibles de passer à l'acte. Donc il y a cet effort de vulgarisation, et puis il y a aussi ce travail qui doit être fait pour véritablement prendre un à un les éléments du dossier pour convaincre du fait que les personnes n'ont aucun lien avec l'attentat lui-même. Au-delà de la vulgarisation, quel message vous voulez transmettre aux lecteurs de votre ouvrage? Mais le message que je cherche à transmettre, c'est finalement une alerte par rapport à la manière dont ces dossiers peuvent être traités et du fait que, évidemment, que toute personne a le droit d'être défendue, mais qu'on a l'impression que finalement, cette évidence est de plus en plus menacée à la fois par une pratique juridictionnelle et aussi par l'opinion, notamment par le biais des réseaux sociaux, parce que vous avez une parole des avocats qui, non seulement dans la sphère judiciaire, dans ces affaires-là, prend de moins en moins ou a de moins en moins d'influence sur le processus de décision, et vous vous rendez compte aussi que notre parole peut parfois être discréditée par le biais des réseaux sociaux, où finalement il y a une sorte d'amalgame qui est de plus en plus fait entre les avocats et les personnes qui défendent. Donc c'est pour ça qu'il y a cet effort de pédagogie qui doit être fait, et le fait de permettre à toute personne eh bien, de vivre de façon concrète un procès antiterroriste pour comprendre les difficultés eh bien, que nous rencontrons dans ces dossiers avec des exemples à l'appui. Pensez-vous que justement que votre ouvrage puisse changer la perception qu'ont les gens des avocats de la défense, des avocats qui défendent la terreur, les avocats de la terreur? Ben, je le souhaite véritablement, et ce que je rappelle en plus dans l'ouvrage dès le début, c'est que les avocats contemporains sont des avocats qui sont profondément légalistes. C'est-à-dire que en la matière, il n'y a pas de défense ou très peu de défense de rupture. On agit parce qu'on croit à l'application de la règle de droit, et on croit aussi que personne ne doit échapper à cette application rigoureuse de la règle de droit qui fait que eh bien, si on doit prononcer un non-lieu, une décision d'acquittement ou de relax, même si c'est un procès antiterroriste, on doit pouvoir le faire. C'est pour ça que c'est un ouvrage qui est un ouvrage de transmission pour permettre à toute personne de pouvoir se documenter sur ces procès, se documenter sur la réalité. Et ne serait-ce que parmi les réalités que je peux décrire, le fait que ces audiences durent parfois des mois et des semaines entières, mais que les personnes, lorsqu'elles sont interrogées, eh bien, le sont peut-être sur 1 ou 2 jours maximum. Ce qui, je pense, doit véritablement nous interroger collectivement sur le sens que nous donnons à ces procès, savoir si ce sont encore les procès d'accusés ou si ce sont les procès d'attentats de façon générale. On va conclure là-dessus. Merci Vincent Brengard. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Bourdon et Associés et auteur donc de Défendre l'impossible, publié aux éditions Michalon. Merci de votre invitation. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du rôle de la tech dans la profession notariale.